L'enthousiasme. C'est dans cet état d'esprit que l'on ressort de la lecture de l'ouvrage éponyme de Rémi Soulier, troisième et dernier opus de la trilogie commencée avec Racination et poursuivie avec L'Éther. Est-il besoin de présenter encore l'auteur qui nous fait le plaisir de revenir nous voir pour le 15e numéro d'Orage de papier? Philosophe, essayiste, présentateur des Idées à l'endroit sur TV Liberté, Rémi Soulier vient donc de publier, aux éditions de la Nouvelle Librairie, un maître ouvrage dans lequel il nous dévoile encore un peu plus la demeure poésie, ouverte à tous les hommes différenciés. De Platon à Hermès, d'Augiéras à Vénère, de Barès à Bonnefoy, le fait libre invoque et convoque tout à la fois des dieux, des philosophes et des poètes en guise d'exemple et de modèle pour nous aider à suivre la voie, qui est le seul art poétique, selon la citation d'Henri Montaigu, mise en exergue de l'ouvrage. Cette voie nous mènera de haut lieu en lieu-dit jusqu'en Hespérie, lieu inviolable et protégé des attaques des derniers hommes qui nous entourent et à qui Rémi Soulier fait un sort définitif. Rejoignons au contraire le camp du surhomme, celui qui sait qu'il n'est pas lui-même sa propre origine et que cela l'oblige. Avec Rémi Soulier, élevons-nous un peu plus sur l'échelle de Jacob et continuons notre voyage sur le chemin de la connaissance. Rémi Soulier, bonjour. Bonjour Alexandre Manta. J'évoquais à l'instant la voie qui est l'art poétique, et justement c'est avec un poème d'Octavio Paz que vous ouvrez quasiment l'enthousiasme, votre dernier livre, et un poème dont les vers centraux sont les suivants. Sans comprendre, je comprends. Alors autant dire que vous attaquez très fort. J'avais envie de vous poser la question suivante, en fait. Le rationalisme est-il, contrairement à ce qu'on peut nous rabâcher à longueur de journée, d'enseignement, un frein à la compréhension du monde et à celle de l'être? Oui, je crois, les vers que vous citez, que vous avez repris d'Octavio Paz, sont en effet des vers paradoxaux. Et il y a dans le paradoxe, comme le nom même du paradoxe l'indique, paradoxa, ce qui va à l'encontre de la doxa, c'est-à-dire à l'encontre de l'opinion, il y a quelque chose d'apparemment contradictoire, en tout cas pour une logique qui serait celle de la pure rationalité. Alors il ne s'agit pas de condamner en soi, ou de dénigrer en soi, plus exactement, la rationalité. En revanche, le rationalisme, oui. C'est-à-dire que ce que nous dit le poème, et ce que nous dit le poète Octavio Paz dans ses vers, c'est qu'il y a plusieurs acceptions, plusieurs ententes, plusieurs compréhensions de la compréhension elle-même, et de ce qu'est le comprendre. Et il me semble que lorsqu'on s'intéresse au verbe comprendre, on doit immédiatement entendre le cum prendere latin, prendre avec. Celui qui comprend, véritablement, ce n'est pas tant celui qui va déchiffrer sur un mode analytique et rationnel telle ou telle proposition, mais c'est celui qui va prendre avec lui l'objet du savoir. C'est-à-dire qu'on est face à un objet du savoir qui est distinct du sujet que nous sommes, mais nous allons le prendre avec nous et nous allons l'intégrer. Et cette intégration, c'est le nom véritablement de la connaissance. C'est ce que dit Claudel également dans son traité de la connaissance, de la même manière, hein, co-naissance, le fait de naître avec, connaître, c'est naître avec. Comprendre sans comprendre, c'est prendre avec soi. Ne pas comprendre nécessairement au sens de la raison analytique discursive, une phrase, une proposition, voire une équation, mais la prendre avec soi, l'intégrer et faire en sorte qu'elle nous nourrisse. Autrement dit, la poésie et le vers, en l'occurrence, ceux d'Octavio Paz, nous disent qu'il y a dans le paradoxe qui va court-circuiter la raison. On ne comprend pas pourquoi être aussi... Je comprends sans comprendre. Si on en reste à une logique binaire, on se dit, mais c'est quand même très étrange, ou c'est l'un ou c'est l'autre, c'est le principe d'identité qui doit s'appliquer. Non, ce qui s'applique, c'est le paradoxe lui-même. Et c'est ainsi que l'on peut percevoir, et que les poètes, mais c'est valable pour les peintres, pour les musiciens, pour tous les artistes, pour tous les créateurs, c'est ainsi, et pour les philosophes également, et pour les métaphysiciens, me semble-t-il, contre la tradition rationaliste, c'est comme ça que l'on peut comprendre véritablement le monde, ne plus le mettre à l'écart de soi, mais l'intégrer en soi, et voir à quel point le microcosme que nous sommes, le petit monde que nous sommes, correspond, résonne musicalement avec le macrocosme, avec le grand monde. Et il va de soi que le rationalisme dans lequel nous nous inscrivons aujourd'hui, pas la rationalité, il faut essayer de distinguer les deux, mais cette idéologie de la rationalité, de la raison, singulièrement depuis les Lumières, bien entendu, et une raison
très limité, très atrophié, qui ne nous sert qu'au calcul, qu'au boulier, si j'ose dire, ou à l'ordinateur, qui sert à comptabiliser les profits et les pertes, en quelque sorte. C'est la pure raison comptable. Cette raison-là, transformée en critère de vérité par le rationalisme, nous interdit de percevoir le monde, nous fait même barrage avec une perception à la fois sensuelle, amoureuse et intellectuelle et intellective du monde. Donc le rationalisme me paraît relever d'une forme d'idéologie très délétère, en ce elle laisse en dehors de nous le monde et elle ne nous permet pas de voir donc notre propre monde intérieur. Et alors justement, sur la question de la perception du monde, pour prolonger un petit peu la réflexion, il y a une citation dans votre livre, au début du livre, qui dit « L'enfance du regard est seule capable de percevoir l'être ». Et justement, j'aimerais revenir sur la figure de l'enfant qui se retrouve dans nombre de vos ouvrages, notamment celui que vous aviez consacré à Nietzsche, aux éditions Point. Et Nietzsche lui-même parle du sérieux de l'enfant qui joue. Exactement. Et cet enfant, il est aussi présent dans bon nombre d'ouvrages d'auteurs, de poètes, de philosophes, que l'on peut rattacher au courant, on va dire, de la tradition, pour faire très rapide. Pouvez-vous nous en dire davantage sur justement cette figure de l'enfant et sur ce que recouvre l'image du sérieux de l'enfant qui joue? C'est très lié à votre première question, effectivement, c'en est même la conséquence en quelque sorte. S'il y a bien un être qui comprend le monde, non pas au sens de la raison, mais au sens de la prise avec soi, voire qui ne se distingue pas lui-même comme sujet face à un objet, c'est précisément l'enfant. Et c'est pourquoi l'enfant est une figure qui traverse toute la tradition philosophique. Et ce n'est pas un hasard si l'un des philosophes qui a le plus condamné l'idée même de l'enfance, c'est Descartes, le père du rationalisme, qui considère, comme il considère l'imagination d'ailleurs, comme une maîtresse d'erreur et de fausseté, enfin avec il n'est pas le seul bien entendu, ou comme la folle du logis, l'enfant au contraire, dans une tradition héraclitéenne, nietzschéenne, vous avez rappelé le sérieux de l'enfant qui joue, le temps, nous dit Héraclite, c'est un enfant qui joue au tric-trac. Au contraire, l'enfant est celui qui va percevoir immédiatement le monde et qui va en être, et on le retrouve également même dans une tradition qui est assez lointaine, qui est la tradition taoïste. C'est vraiment un invariant en quelque sorte. L'enfant est celui qui va percevoir le monde de manière immédiate et qui va, de manière aussi spontanée, s'en émerveiller, s'en étonner. Ce n'est ni plus ni moins que le point de départ de la philosophie, tel que Platon et Platon-Socrate, disons, le duo, nous le rappelle, l'étonnement émerveillé devant le fait que l'être soit, devant le fait qu'il y ait de l'être. Et les poètes sont ceux qui n'ont jamais perdu cet étonnement-là. Ce ne sont pas... Le propre de l'enfant, pour parler comme Charles Péguy, c'est qu'il n'est pas une âme habituée. Alors que la grande personne, l'adulte, grande personne aussi au sens de Bernanos, c'est précisément une âme habituée. Et donc elle ne voit plus rien. Elle ne voit plus rien. Le poète, l'artiste, le créateur, le musicien, le peintre, le sculpteur, sont des êtres qui ont conservé en eux cet esprit d'enfance. Et cette figure également de l'enfance, qui est le puer aeternus, sur laquelle Carl Gustav Jung, le fondateur de ce qu'on appelait la psychologie analytique, a beaucoup réfléchi. Le puer aeternus, c'est l'enfant éternel, donc c'est un point qui demeure en nous, qui est toujours très vivace chez le poète, et qui est donc évacué, enseveli chez l'adulte. L'enfant est un capteur, en quelque sorte. Il n'est pas captif du monde, mais il le capte, et le monde lui répond. Il est encore dans cette relation dans cette relation de dialogue, au fond, avec le monde. Il le connaît au sens que nous avons dit précédemment, et il le comprend au sens que nous avons dit précédemment. Donc retrouver cette vertu d'enfance, cette vertu d'étonnement, d'émerveillement, c'est, je crois, la meilleure manière d'habiter le monde. Et c'est un des enseignements les plus constants des poètes et des artistes. Et alors justement, cette compréhension que l'enfant a du monde est-elle à mettre en lien avec les épiphanies, auxquelles vous consacrez un chapitre dans l'enthousiasme? On va rappeler que les épiphanies, c'est l'apparition, c'est la manifestation de ce qui était caché. Donc justement, les poètes ont-ils
qu'est-ce que les poètes ont à nous dire sur les épiphanies, et est-ce que c'est un état, cette manifestation, de se mettre dans un état qui nous permet d'accepter et de recevoir les épiphanies, est-ce que la volonté seule nous permettrait de l'atteindre? C'est au contraire la déprise de la volonté. C'est au contraire la volonté est spontanément braquée sur l'emprise. Et nous sommes, nous, comme Européens, et c'est tout à fait normal, nous sommes enclins et nous sommes élevés dans une perspective largement volontariste, activiste. C'est un peu, c'est ce qu'on appelle, ce que Spengler a appelé le caractère faustien de l'Européen, qui fait partie de notre identité. C'est une réalité, elle n'est pas la seule, mais enfin ça fait partie de notre identité. Mais ce à quoi je reviens moi, c'est une identité antérieure, qui est l'identité orphique, à proprement parler, et qui est au contraire, qui est celle de la déprise, de la sérénité, le fait de laisser venir le monde à soi. C'est de laisser, comme Peggy qui a écrit la présentation de Notre-Dame à la bosse, il faut laisser le monde arriver vers soi, ne pas faire écran, ne pas s'interposer, mais le voir tel qu'il est. Et si on le voit tel qu'il est, c'est-à-dire si on le laisse advenir, c'est là que surgit l'épiphanie. C'est-à-dire que ce que vous allez avoir en face de vous, ce n'est pas tel ou tel objet, c'est vraiment un organisme vivant, c'est une organicité qui se présente à vous. C'est un autre qui est le même à la fois, toujours cette relation microcosme-macrocosme, et vous allez pouvoir entamer un dialogue, mieux vous allez pouvoir vous unir. C'est aussi dans le registre biblique, je songe, Adam connut Ève. Adam connut Ève, ça signifie que de deux, il y eut un. Eh bien, dans le regard poétique, c'est exactement la même chose. De deux, on passe à un. Et il y a en quelque sorte indistinction, non pas indistinction au sens d'anéantissement, au sens d'une indistinction confuse, mais au contraire au sens d'une fusion sans confusion et de grandissement, en quelque sorte, d'exaucement. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où vous voyez le monde apparaître, dans ce processus d'épiphanie, vous vous nourrissez du monde, et le monde se nourrit de ce que vous allez lui rendre, chez le créateur, donc chez le poète, à travers l'exaltation, le chant, les vers, les dithyrambes, enfin la manifestation de la gratitude à l'égard de l'être, tout simplement. Eh bien, l'épiphanie, c'est cela. Mais l'épiphanie, seul l'enfant qui se déprend de la volonté, donc vous voyez comme c'est très dur pour l'adulte. L'adulte, pour le coup, lui, que nous sommes tous peu ou prou, bien sûr, mais l'adulte doit désapprendre c'est ce qu'il a emmagasiné, précisément pour dominer le monde. Mais s'il le désapprend, s'il laisse advenir le monde en lui, à ce moment-là, la réalité à laquelle il fait face, apparemment, parce qu'ils ne font qu'un, est une réalité transfigurée. Et il percevra la splendeur, je cite beaucoup Rilke, être ici est une splendeur, il percevra la splendeur du monde d'une manière autrement plus intense qu'en tenant le monde à distance. Et la splendeur ne va pas sans l'horreur également, les ténèbres du monde. Il y a du jour, il y a de la nuit, il y a des lumières, il y a de la ténèbre. Il faut percevoir les deux, mais les percevoir d'une manière toute différente de ce que j'appellerais l'homme prosaïque. L'homme prosaïque, c'est un peu correspond, c'est ce que j'appelle, ce que Nietzsche lui appelait l'homme théorique. Et l'homme prosaïque, c'est celui que je vais opposer véritablement à l'homme poétique. Un William Blake, par exemple, disait « Un sot et un sage ne voient pas le même arbre ». Vous avez un sot et vous avez un sage qui regardent le même arbre, ils ne verront jamais le même arbre. Et l'arbre ne va pas tenir le même... Il restera silencieux pour le sot, il parlera pour le sage. Et le sage verra, par exemple, la dryade ou la nymphe dans l'arbre. C'est-à-dire qu'il le verra comme organisme vivant avec lequel il est possible de parler, avec lequel il est possible, même silencieusement, de converser en quelque sorte. Voilà. Ça paraît, cela ressortit de la poésie, mais cela ressortit également, je crois, de la plus profonde métaphysique. Et justement, à propos de métaphysique, de philosophie et de rapport au monde, d'apparition au monde, vous consacrez un chapitre à Platon. Oui. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que au cours de ce chapitre, vous appuyez notamment sur les interprétations, vous dites paresseuses et scolaires que nos contemporains peuvent avoir de Platon et qui ont beaucoup nui à la compréhension du philosophe. Donc en quoi ont-elles été problématiques, ces interprétations paresseuses et scolaires, et quel contresens faut-il se garder de faire quand on évoque l'auteur de la République ?
Oui, alors Platon, effectivement, c'est très difficile d'en parler parce qu'il est d'une certaine manière à l'origine de la philosophie, de la pensée occidentale. Whitehead disait que toute la philosophie, c'est un ensemble de notes en bas de page des dialogues de Platon. Donc c'est un massif. Les dialogues platoniciens sont vraiment, c'est une montagne. Enfin, mais lorsqu'on croit avoir lu Platon, on en ressort souvent avec quelques idées reçues. L'idée qu'il y aurait un monde sensible, un bourbier en quelque sorte, dans lequel un monde matériel, dans lequel on se perdrait au fond. Et puis à l'opposé, un monde intelligible, le monde des idées, qui serait le véritable monde, qui aurait qui serait pourvu de toute la densité possible en quelque sorte. Or, les notions de monde intelligible et de monde sensible ne figurent pas dans Platon. Il y a simplement parce que le monde c'est le cosmos en grec. Donc le cosmos est partout présent chez Platon, dans le Timée en particulier, mais l'idée qu'il y ait un monde sensible séparé, distinct du monde intelligible est une idée beaucoup trop rapide, que Platon lui-même d'ailleurs a repris de Socrate, qu'il énonce et qu'il critique dans un certain nombre de dialogues, dont le Sophiste et le Parménide. Mais la vérité du platonisme et tout ce que nous venons de dire jusqu'à présent, effectivement, converge vers cette métaphysique-là. C'est qu'il n'y a pas du tout d'opposition, mais qu'il y a participation. C'est-à-dire qu'il y a relation, interrelation et nourrissement du sensible par l'intelligible et de l'intelligible par le sensible. Autrement dit, et c'est ce que la poésie permet de percevoir, et ce que le poète éprouve, et ce que le métaphysicien pense, il n'y a pas de solution de continuité entre deux mondes, il y a une indéfinité de gradation, une indéfinité de degrés en quelque sorte. C'est comme l'échelle de Jacob à laquelle vous faisiez allusion dans votre présentation, il y a des barreaux de l'échelle à grimper, et le poète aussi bien que le métaphysicien, c'est celui qui les grimpe, mais qui peut les descendre également, le mouvement va dans les deux sens, mais il est pris en quelque sorte, il s'engage dans cette traversée, dans cette odyssée, dans cet élan. Et il ne voit donc pas de contradiction entre les deux. J'ai eu l'occasion récemment de répondre à un entretien écrit, pour le coup, et je rappelais qu'en langue des oiseaux, tripe, au pluriel, tripe, et l'anagramme, c'est une des anagrammes d'esprit. Mais c'est assez amusant et très juste, comme toujours. C'est la langue des oiseaux, c'est la langue que parlent les anges et les enfants. C'est ce jeu-là encore, l'enfant qui joue et son jeu ô combien sérieux. C'est très éloquent que le mot tripe, vous savez Rabelais si vous voulez, admettons, c'est le même, et puis esprit, donc Platon. Esprit, tripe, anagramme parfaite, ça fonctionne. Voilà quel est le réel, voilà ce qu'est le réel. C'est Rabelais avec Platon, et c'est Platon avec Rabelais, c'est la tripe avec l'esprit. Vous n'avez pas à les opposer, Et ce jeu-là, qui est un jeu savant, qui est un jeu sérieux. La langue elle-même et la langue poétique ne cessent de nous le dire, de le jouer avec nous, ce jeu. Et c'est le jeu que joue le poète, et c'est le jeu que joue l'enfant, et c'est même le jeu que joue le métaphysicien. Très bien, alors on va maintenant un peu aborder on pourrait dire les sujets qui fâchent du monde contemporain. Oui. Parce que je rappelais justement dans l'introduction que vous faites un sort au dernier homme, enfin aux derniers hommes, pourrait-on dire, mais vous opposez le transhumanisme à un autre concept qui est celui de transhumané. Donc, est-ce que vous pouvez donc revenir sur les deux oppositions, donc celle en premier lieu entre le dernier homme et on pourrait dire le surhomme, oui, et celle entre ce qu'est le transhumanisme et ce qu'est transhumané? Ce sont deux oppositions qui se recoupent en fait, qui sont analogues l'une et l'autre. Le dernier homme, c'est une notion donc de Nietzsche, une formule de Nietzsche qui désigne l'une des possibilités d'évolution de l'humanité après le constat de la mort de Dieu. La mort de Dieu, pour Nietzsche, c'est à la fois une chance et un risque. C'est une chance parce que si on la saisit, on va pouvoir revenir à des valeurs héroïques, en gros, si je simplifie, et donc à des valeurs qui vont tendre vers un dépassement de l'humanité par elle-même, mais un dépassement vers le haut. On peut toujours, quand on dépasse, on peut toujours dépasser par le haut, mais on peut aussi dépasser par le bas. Et bien le dernier homme, c'est un dépassement de l'homme par le bas, en quelque sorte. Donc c'est ce que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une société, une termitière, si l'on veut, les foules solitaires, l'individu, la particule élémentaire atomique soumise à tous les caprices et à tous les vents de la mode et de l'argent, à toutes les ventilations démocratiques et électorales. Enfin, vous voyez, tout ce truc-là
qui forment vraiment qui sont perçus par les progressistes comme la quintessence, l'acmé de l'évolution humaine. Et le surhomme, c'est évidemment l'inverse, c'est une forme de solitude aristocratique, c'est une ascèse, c'est une ascension des sommets, précisément. Et l'opposition que je souligne et que vous soulignez, que vous rappelez entre transhumanisme et transhumané, c'est la même. C'est-à-dire que du côté du transhumanisme et du côté du dernier homme, de mon point de vue, nous avons cette ambition de compenser technologiquement, techniquement et mécaniquement un certain nombre de faiblesses qui sont perçues comme des faiblesses et qui sont la signature de notre finitude, en quelque sorte, du fait qu'en gros, nous ne sommes pas des dieux, même si il y a du divin en nous. Et du côté du transhumané, c'est un verbe de Dante, c'est un verbe qui figure dans la Divine Comédie de Dante, c'est transhumana, c'est tout à fait l'opposé, c'est la métamorphose, c'est la théomorphose, c'est-à-dire la transformation de l'homme et son élévation. N'oubliez pas Pascal, l'homme passe infiniment l'homme, c'est la transformation de l'homme, sa théomorphose, donc vers le divin, son élévation, par l'esprit, et non pas par la matière, et non pas par... c'est-à-dire que l'immortalité gagnée par le transhumana d'Antien, c'est la résurrection, c'est la non-mort, c'est l'élévation à une condition que l'on pourrait dire quasiment angélique, donc à un état de l'être supérieur, alors que la non-mort du transhumanisme, c'est la prolongation indéfinie et perpétuelle d'une finitude que l'on essaie de repousser, mais qui finit toujours par nous rattraper. Le transhumanisme, me semble-t-il, ne concerne que ceux qui pensent être que des corps, c'est-à-dire des tripes, mais sans esprit, des tripes qui ne seraient pas, dont on ne ferait jamais l'anagramme, dont on ne réaliserait jamais l'anagramme avec esprit. Alors que du côté du transhumana, du côté de ce transhumané d'Antien, le corps et l'âme vont l'amble et s'élèvent, en quelque sorte, ensemble. Voilà. Donc c'est un choix, c'est une direction qui est proposée, le dernier homme semble aujourd'hui choisir la perspective du transhumanisme. Pourquoi pas? Il ne s'agit pas pour moi de nier, je ne suis pas du tout technophobe, absolument pas technophobe, je ne suis pas technophile non plus, mais pas technophobe, absolument pas. Et donc faisons avec ce que nous avons et continuons à développer ce que nous avons, mais veillons, faisons-le, mais veillons à maintenir l'esprit dans les tripes, et les tripes dans l'esprit, pour filer cette métaphore-là. Parce que si vous supprimez l'esprit, et vous n'avez plus que des lambeaux, et des lambeaux infiniment recombinables, manipulables, y compris génétiquement, y compris avec tous les jeux sur le genre, par exemple. Et enfin, pour finir l'entretien, est-ce que vous pourriez présenter à nos spectateurs, et peut-être via la question des hauts lieux et des lieux dits que vous traitez, ce qu'était l'Hespérie, à la fois pour les anciens, et ce qu'il peut et doit devenir pour nous, parce que vous évoquez l'Hespérie dans le dernier chapitre de l'ouvrage, Europe, Occident, Hespérie. Oui. Et voilà, que peut nous dire l'Hespérie aujourd'hui, et est-ce qu'on pourrait l'associer à ce qu'était le recours aux forêts pour Junger? C'est une très bonne idée. On peut en effet, c'est une association qui me paraît tout à fait légitime. L'Hespérie, c'est la terre de l'Ouest dans l'Énéide de Virgile. C'est toujours plus à l'Ouest. On l'entend aussi dans les Hespérides grecs, le jardin des Hespérides. L'Hespérie, je la définirais comme une terre céleste. Je reprends la formule à Henri Corbin qui lui-même la reprenait aux philosophes, aux métaphysiciens néoplatoniciens perses d'Iran. C'est une terre céleste, donc oxymore. On retrouve le paradoxe du tout début de notre conversation. Sans comprendre, je comprends, et nous terminons par la terre céleste qu'est l'Hespérie. Terre céleste, vous pourrez voir encore une fois, jouons le jeu encore une nouvelle fois, les tripes et l'esprit. C'est l'équivalent, c'est l'analogue, la terre céleste de l'Hespérie, pour Virgile, de ce que sera bien plus tard dans le romantisme allemand, ce que Novalis appellera l'état poétique,
C'est l'analogue de ce que le grand poète allemand Stefan Georg appellera l'Allemagne secrète, et c'est l'analogue de ce que Frédéric Mistral, le grand provençal, appellera l'Empire du Soleil. C'est-à-dire de cette terre qui est la terre la plus concrète, la plus organique qui soit, la plus matérielle. Prenons tous les mots, la glaise. Alors là, je parle le langage de Peggy, hein, la glaise, vraiment la glaise. Mais la glaise dont on fait les statues, dont on fait dont le potier va faire le vase, c'est-à-dire une terre qui elle-même est trine. Elle est à la fois un corps, elle est une âme et elle est un esprit. Et cet esprit de la terre, c'est toute l'Hespérie. C'est-à-dire que l'Hespérie condense, recueille, comprend, comme nous le disions, en elle-même tout l'esprit de l'Occident, tout l'esprit de l'Europe, si distincts soient par ailleurs ces deux termes ou ces deux entités pour des raisons essentiellement politiques, mais peu importe. Dans le livre, j'y reviens, mais je les unis en quelque sorte et je les fédère dans cette idée d'Hespérie, de terre céleste. C'est ce qui ne passe pas en quelque sorte. C'est l'idée selon quoi ce qui a été, est et sera, indépendamment de toutes les vicissitudes de l'histoire auxquelles nous sommes confrontés de manière quasi désespérante aujourd'hui. Mais je crois que ce fanal, ce sémaphore hespérique, chanté par les poètes, vu par les poètes, à commencer par Virgile, grand poète de Rome évidemment, et comme tel grand poète de l'Europe, demeure intact et intouchable en quelque sorte, immarcessible. On ne pourra pas le renverser. Et là encore, les poètes, qui sont des enfants, au sens que j'ai défini, en sont d'une certaine manière les gardiens à la fois les gardiens des murailles et les gardiens de la mémoire. Rémi Soulier, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt pour de prochaines émissions. À très bientôt.